Et si je vous disais qu'il y a beaucoup de films Disney que vous n'avez jamais vus? Et ça, même si vous êtes un fan absolu du studio. Mais inutile de vous ruer vers les rayons de la Fnac ou sur Disney+, puisqu'il est tout simplement impossible de trouver ces films. La raison est simple, ils ne sont jamais sortis. Aujourd'hui, on va parler de quelques-uns des films Disney qui auraient dû voir le jour mais qui n'ont jamais atteint les salles de cinéma. Vous allez découvrir ce qu'il se cache dans les archives du studio. Avec la sortie récente du live-action Blanche-Neige, c'est l'occasion parfaite de parler d'un autre film Blanche-Neige qui aurait dû sortir il y a une vingtaine d'années. Au début des années 2000, Disney Toon Studio commence à travailler sur un projet assez inattendu, un préquel à Blanche-Neige et les 7 nains destiné au marché vidéo. Mais à la différence des suites classiques et bon enfant de l'époque, ce film devait être plus sombre, plus épique et bien plus ambitieux. Le récit commence avec Grincheux et Simplet vivant paisiblement dans un village de nains. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où une série d'accidents les pousse à partir accomplir une quête dans les terres anciennes. Au fil de la route, ils croisent 5 autres nains, chacun apportant son caractère bien trempé et ses propres motivations pour rejoindre la quête. Mais très vite, le petit groupe se retrouve traqué par un sorcier maléfique dont les intentions semblent liées au mystérieux pouvoir ancien du vieux nain. C'est dans leur fuite qu'ils font la connaissance de Narcissa, une jeune femme à la beauté envoûtante, semblant démunie et en besoin de protection. Fascinés par son charme et croyant à sa candeur, les nains l'acceptent parmi eux. Mais Narcissa dissimule un sombre secret. Elle est en réalité la fille du sorcier. Père et fille manipulent les nains afin de s'emparer de l'héritage du vieux nain. Un pouvoir ancestral capable de renverser tout un royaume. Cependant, au moment crucial, les ambitions de Narcissa dépassent celles de son père. Elle le trahit et l'enferme dans un miroir magique. Elle tente alors d'éliminer les nains, mais dans un acte de bravoure déchirant, Simplet se sacrifie pour sauver ses compagnons. Bien que réanimé in extremis, il conservera à jamais les séquelles de cette terrible épreuve. Au final, les nains parviennent à fuir alors que Narcissa prend le trône du royaume en séduisant le roi actuel, annonçant dès lors l'ère de terreur qui précédera les événements du futur conte de Blanche-Neige. Le pitch de Mike Diza, la personne en charge du projet, impressionne tout le monde chez Disney Toon. Des employés vont même jusqu'à voler le script pour le lire en cachette. L'équipe reçoit alors carte blanche pour développer le film. Un storyboard est lancé, des visuels sont créés et l'excitation est à son comble. Mais très vite, les exécutifs du studio commencent à interférer. Face à ces pressions et à la perte de contrôle créatif, Mike Diza quitte le projet. Un des exécutifs ayant poussé ses propres idées prend alors sa place comme nouveau réalisateur. Il présente donc sa vision du film à John Lasseter, fraîchement nommé directeur créatif chez Disney. Mais on ne s'improvise pas réalisateur ou scénariste du jour au lendemain. La réponse de Lasseter est claire, projet annulé définitivement. Dans la même période, on a également pas mal de rebondissements du côté de chez Pixar. En 2004, le studio annonce qu'il ne renouvellera pas son contrat avec Disney en raison de tensions croissantes entre les deux entreprises. Cependant, Disney, qui possède encore les droits sur les films et les personnages qui ont été créés précédemment, décide de continuer à rentabiliser les licences. Il crée donc un nouveau studio appelé Circle 7 Animation pour s'occuper de différentes suites. Et parmi elles, Monstres et compagnie 2. Plusieurs années ont passé depuis la fin du premier film et la révolution qui a remplacé les cris par des rires d'enfants pour alimenter Monstropolis. Sully est désormais directeur de Monstres et compagnie et il fait tourner l'usine à plein régime grâce à cette nouvelle source d'énergie. De son côté, Bob est l'un des monstres stars de ce nouveau système et il s'apprête à épouser son grand amour, Celia. Mais malgré l'apparente prospérité de ce nouveau monde, Sully n'a pas le cœur à la fête. Il voit de moins en moins son meilleur ami, accaparé par son travail et les préparatifs du mariage, et Boo lui manque horriblement. À l'approche de l'anniversaire de la petite fille, Sully parvient à convaincre Bob de prendre un petit moment pour lui rendre visite. Mais lorsque la porte de Boo descend du plafond du gigantesque entrepôt de Monstres et compagnie, rien ne se passe comme prévu. Impossible de l'ouvrir. Mais Sully ne compte pas abandonner aussi facilement. Et à force d'insister, la porte finit par céder. Mais lorsqu'il passe à travers, Sully et Bob font une découverte assez étrange. Dans le lit où devrait se trouver Boo, ils découvrent une vieille dame. Boo a déménagé. Pire encore, un chien surexcité attaque Bob, qui referme le placard dans la panique et emprisonne les deux monstres dans le monde des humains. Plus aucun enfant de résident dans cette maison, la porte n'est plus connectée à Monstropolis. Pour y retourner, ils n'ont pas le choix. Ils doivent retrouver Boo et sa nouvelle chambre qui leur servira de portail. Commence alors une périlleuse odyssée à travers la ville. Comme si cela ne suffisait pas, le duo doit également faire face à un nouvel obstacle de taille. Simon, un chasseur de monstres déterminé à prouver leur existence au reste du monde. Dans leur fuite, Bob et Sully croisent la route de Randall, banni de Monstropolis, ainsi que d'autres créatures comme le Yeti, Bigfoot qui s'avère être l'ex de Sully dont le vrai nom est Anastasia, et El Chupacabra, l'inventeur originel des fameuses portes.
S'ensuivent encore quelques aventures jusqu'à ce que Bob et Sully finissent par trouver la nouvelle adresse de Boo. Et ils la rejoignent le jour de son 7e anniversaire. Mais problème, Boo a maintenant grandi et ne croit plus aux monstres. Elle est donc dans l'incapacité de les voir. Mais heureusement, son petit frère, lui, est encore émerveillé par l'inconnu et il l'aide donc à se souvenir. Mais les retrouvailles sont de courte durée. Simon surgit dans la chambre de la petite fille, prêt à capturer un monstre pour de bon. Dans la panique, Bob, Sully, Randall et Boo passent la porte vers Monstropolis. Ils débarquent alors en pleine effervescence avant le mariage de Bob. Malheureusement, Simon arrive à les suivre et déclenche une course-poursuite effrénée à travers les couloirs de Monstres et compagnie. Pour sauver Boo et tout son univers, Sully n'a d'autre choix que de reprendre du service et de redevenir le meilleur effrayeur de la ville. Il fait tellement peur à Simon que celui-ci abandonne et s'enfuit en courant, totalement terrifié. Le film se conclut alors sur le mariage de Bob et les adieux émouvants entre Boo et Sully. Un autre projet du studio était Toy Story 3, mais pas du tout le Toy Story 3 que l'on connaît aujourd'hui. Dans cette version abandonnée du film, l'histoire commence avec l'arrivée d'une nouvelle figurine révolutionnaire, le Dax Blaster de Star Command. Buzz, déjà un petit peu sur la sellette face à ce nouveau jouet, se met soudain à dysfonctionner. À peine le problème détecté, un communiqué urgent est diffusé. Tous les jouets Buzz l'éclair sont rappelés pour un défaut grave et doivent être renvoyés dans l'usine de production à Taïwan. Mais à peine Buzz parti, on apprend qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une réparation. La société prévoit de détruire tous les jouets défectueux avant de les remplacer. Aussitôt, Woody et sa bande réalisent l'urgence de la situation. Ils doivent voler au secours de Buzz avant qu'il ne soit détruit. Une fois arrivés sur place, ils découvrent un cauchemar industriel. Des lignes de production interminables, des robots assembleurs gigantesques et tout au bout de la chaîne, un colosse d'acier surnommé le Smasher destiné à réduire en miettes les jouets défectueux. Buzz, emprisonné dans le stock des rappels, y fait la connaissance de Cozy Rosie, une poupée conçue pour tenir chaud aux enfants qui avait la fâcheuse tendance à prendre feu, et Jade, une figurine dont les jambes d'acier pouvaient facilement blesser leur propriétaire. Ensemble, ils élaborent un plan pour contacter le fondateur de la société. Véritable passionné de jouets, c'est lui qui est à l'origine de leur création et c'est l'unique personne capable d'ordonner l'arrêt de la destruction. Mais c'est sans compter sur Dax Blaster, déterminé à devenir le nouveau jouet vedette de Star Command. Jaloux de la popularité historique de Buzz, il lance son armée de Dax flambant neuf contre les Buzz l'éclair qu'il considère comme dépassés. S'ensuit une bataille épique entre les deux armées de figurines spatiales. Le carnage est uniquement interrompu quand un employé humain entre dans l'usine. Il tombe alors sur une véritable scène de chaos. Des centaines de jouets gisant sur le sol, immobiles. Ne voulant pas se fatiguer à ranger ce bazar, ils filent rapidement dans une autre section de l'usine, laissant le champ libre aux jouets pour reprendre leur combat. C'est alors que la situation bascule. Buzz se fait happer par le Smasher et dans un fracas de métal, se fait broyer une jambe avant d'être sauvé de justesse par ses amis. Alerté par le bruit, le fondateur de la société découvre cette scène de désolation. Il annule sur le champ le programme de destruction et répare lui-même la jambe de Buzz. Triomphant, les jouets n'ont plus qu'un seul souci, rentrer à temps chez Andy. Ils montent alors dans un colis express et se font expédier vers la maison du garçon, arrivant pile au moment où Andy revient de son voyage scolaire. Pendant 2 ans, Toy Story 3 et Monstres et compagnie 2 avancent plutôt bien. Mais lorsque Disney finit par totalement racheter Pixar en 2006, le studio Circle 7 Animation ferme ses portes et les projets en cours sont tout simplement annulés. Kingdom of the Sun ou l'Empire du Soleil. Ce titre ne vous dit probablement rien, mais c'est le nom qu'avait à l'origine Kuzco, l'empereur mégalo. Et le film aurait dû être totalement différent. Voici l'histoire qui était prévue. Au commencement, il n'y avait que ténèbres et chaos. Ces ténèbres étaient dirigées par un être avide de pouvoir appelé Supai. Il était bien parti pour dominer le monde, mais le dieu créateur Viracocha refusa de le laisser triompher. Il lança donc une corde jusqu'à une étoile lointaine et l'attira vers la Terre pour qu'elle combatte Supai. Cette étoile se nommait Inti et c'était le soleil. Au terme d'un combat titanesque, Inti parvient à enfermer Supai au plus profond de la Terre. La lumière put donc enfin inonder la surface et la vie éclore. Fou de bonheur, Inti laissa tomber une larme ardente de joie sur la terre. Et de cette larme naquit le peuple inca. Les Incas construisirent alors une cité sacrée à l'endroit même où Supai avait été vaincu. Et de cette cité sacrée naquit un puissant royaume. Pour protéger son peuple, Inti désigna l'un d'entre eux pour régner. Ainsi, la lumière d'Inti brillerait toujours sur le royaume du soleil. Des siècles plus tard, dans les hauteurs des Andes, vit Pacha, un jeune gardien de lama au cœur pur. Un jour, Boule de Neige, son lama préféré, s'échappe et file derrière une somptueuse procession royale. En la poursuivant, Pacha pénètre dans la mystérieuse cité sacrée des Incas.
où il découvre que le prince Manco Cápac, arrogant héritier du trône, est son parfait sosie. Sauf que la veille de son couronnement, Manco disparaît mystérieusement. Le Waka, une petite figurine magique chargée de protéger l'Empire, supplie alors Pacha de prendre sa place le temps de retrouver le vrai prince. Pacha accepte, à condition de recevoir 100 lamas en échange. En plus de la disparition du prince, un autre problème pointe le bout de son nez. Dans l'ombre, Yzma, la grande prêtresse du Temple du Soleil, complote. Obsédée par sa jeunesse perdue, elle conclut un pacte avec Supai. Si elle sacrifie Manco, Supai retrouvera sa liberté et en retour, il lui offrira beauté et immortalité. Yzma retrouve le jeune empereur et tente donc de l'empoisonner. Malheureusement pour elle, elle se trompe de fiole. Au lieu de mourir dans d'atroces souffrances, Manco se transforme en lama avant de prendre la fuite. Sans nouvelles du véritable Manco, de son côté, Pacha joue tant bien que mal le rôle de prince. Sa bonté naturelle et son humilité surprennent agréablement le peuple de la cité. Il faut dire que cela change pas mal de l'attitude hautaine à laquelle tout le monde était habitué. Peu à peu, il gagne l'affection des sujets et même celle de Nina, la fiancée de Manco, qui découvre un prince plus attendrissant qu'elle ne l'aurait cru et totalement différent de ce qu'elle connaissait de lui. Pendant ce temps, Yzma, furieuse de sa bévue, tente de retrouver le prince lama et d'assassiner Pacha, qu'elle voit comme un autre obstacle à son plan. Même si elle échoue à plusieurs reprises, elle finit par capturer Manco juste avant que l'éclipse commence et entreprend de le sacrifier pour achever le rituel de libération de Supai. Alerté par le Waka, Pacha se précipite pour sauver Manco. Mais Yzma révèle alors au peuple la vérité. Cet empereur n'est qu'un imposteur venu des montagnes. Pacha est aussitôt arrêté et condamné. Mais c'est alors que la terre commence à gronder. Le sceau retenant Supai vient de se briser. Dans une explosion de chaos, le dieu des ténèbres surgit des entrailles de la terre. Yzma se met alors à rajeunir sous l'effet de sa puissance. Et l'empire tout entier menace de s'effondrer. Les cieux s'assombrissent, la terre tremble et un souffle glacial parcourt la cité sacrée. Mais in extremis, Boule de Neige et le Waka parviennent à délivrer Pacha. Le jeune berger se ferait alors un chemin jusqu'à la pierre de Viracocha. Dès qu'il la touche, une corde sacrée se matérialise entre ses mains. Unissant leurs forces, Pacha, Nina, les lamas et la foule tout entière tirent de toutes leurs forces pour ramener Inti. Le soleil revient alors, plus puissant que jamais. Il repousse les ténèbres et Supai n'a d'autre choix que de retourner dans sa prison souterraine. Le sort d'Yzma est encore plus terrible. Sous la lumière ardente du soleil, elle est totalement réduite en poussière. Manco retrouve alors sa forme humaine. Pour le remercier, il offre sa couronne à Pacha, mais ce dernier refuse. Il préfère retourner dans ses montagnes avec Nina à ses côtés. Sans oublier ses 100 lamas bien sûr. Même si l'histoire était plutôt sympa, au final, chez Disney, le projet peine à convaincre. Et cette revisite du riche et du pauvre apparaît comme bien trop cliché. Le projet reprendra donc de zéro et sera remanié un bon nombre de fois avant d'arriver au Cusco que l'on connaît. Mais d'autres projets n'ont pas eu la chance d'arriver jusqu'aux salles de cinéma, ni même dans les rayons des DVD. C'est le cas par exemple pour Gigantic. Pensé comme une relecture ambitieuse de Jack et le haricot magique, le film devait explorer un monde caché au-dessus des nuages rempli de géants. En y ajoutant bien sûr une nouvelle approche culturelle, des chansons originales et une touche d'humour et d'émotion à la façon de la Reine des Neiges. L'histoire se déroulait au cœur de l'âge d'or des grands explorateurs en Espagne. Jack, un jeune rêveur issu d'un milieu modeste, découvre un jour un haricot magique. Celui-ci le conduit jusqu'à un royaume céleste peuplé de géants. Là-haut, il fait la connaissance d'Inma, une jeune géante espiègle d'à peine 11 ans, mais déjà haute de plus de 18 mètres. Elle s'amuse alors avec Jack, l'utilisant comme sa poupée sans se douter du chaos qui couve dans son monde au-dessus des nuages. En effet, l'arrivée de Jack provoque un véritable séisme dans la société des géants. Conscients que ces petits êtres ont l'envie irrépressible de conquérir tout ce qu'ils découvrent, les géants ont peur de voir des humains coloniser leur monde. Pour eux, la meilleure défense étant l'attaque, les géants décident de s'en prendre aux humains avant que ce ne soit l'inverse. On découvre alors les Storm Giants, bien plus grands et intimidants que la petite Inma. Culminant à près de 40 mètres, ces redoutables guerriers géants sont prêts à tout pour défendre leur territoire. Dans ce conflit, Jack et Inma auraient dû trouver une solution pour stopper cette guerre qui s'annonçait terrible pour les deux mondes. Voilà ce que l'on connaît de l'histoire qu'on aurait dû avoir. Malheureusement, il ne reste aujourd'hui de ce film qu'une petite mention dans Zootopie où un DVD pirate porte le titre Giraffique, clin d'œil à Gigantic. Mais c'est déjà bien plus que le dernier film dont je voulais vous parler aujourd'hui, Le Roi des Elfes. Cette adaptation d'une nouvelle de Philip K. Dick a commencé sa production au milieu des années 2000 avec pour objectif de sortir entre 2010 et 2012. L'histoire commence dans la paisible ville de Derryville, nichée au cœur du Colorado, où Shadrach Jones mène une existence solitaire et tient une modeste station-service délabrée. Ses journées sont rythmées par le vrombissement rare d'un moteur sur la route désertique sur laquelle sa station-service se trouve et s'achèvent chaque soir dans le silence et la solitude.
Mais une nuit, tout va changer. Alors qu'il recompte sa maigre recette, Shadrach remarque qu'un étrange groupe recroquevillé sous le déluge d'une pluie battante. En s'approchant, il découvre qu'il s'agit de petits elfes épuisés et visiblement mal en point. Mais oubliez les elfes version Legolas, ici on est plus proche d'un groupe de Minimoy. Parmi eux se trouve leur roi, aux portes de la mort. Pris de compassion, Shadrach les accueille chez lui, leur offrant un peu de chaleur et de réconfort. Malheureusement, le roi est tellement mal en point qu'il meurt dans la nuit. Mais dans un ultime élan, celui-ci avait désigné Shadrach comme successeur, le chargeant de mener les elfes vers la victoire dans leur guerre contre les trolls. Au petit matin, encore stupéfait par sa rencontre de la veille, Shadrach raconte son histoire abracadabrante à son ami Phineas qui l'écoute d'une oreille perplexe, suspectant soit un accès de folie, soit un coup de pub désespéré pour attirer la clientèle dans sa station-service. Il ne faut d'ailleurs pas bien longtemps pour que toute la bourgade murmure que le vieux pompiste perd totalement la tête. Pourtant, des signes inquiétants se multiplient, et les elfes guettant dans l'ombre confirment la menace d'une invasion troll imminente. Mais lorsque la vérité finit par éclater, elle est terrible pour Shadrach. Phineas, son ami, est en réalité un grand troll, déterminé à éradiquer les elfes et à éliminer le vieil homme. À la nuit tombée, une horde de trolls assiège la station-service. Shadrach résiste avec courage, utilisant tous les moyens à sa disposition. Il doit absolument tenir le temps que les renforts elfes arrivent. Les petites créatures finissent par arriver et dans un ultime affrontement, Shadrach terrasse Phineas, libérant Derryville de l'influence maléfique des trolls. Marqué par ce combat, Shadrach souhaite dans un premier temps retourner à sa vie paisible de pompiste. Mais un constat s'impose, plus rien ne sera jamais comme avant. Les elfes ont besoin d'un guide et sa routine solitaire a perdu tout son sens. Finalement, Shadrach accepte son destin, devenir pleinement roi des elfes et les mener vers un avenir meilleur. Malheureusement pour le roi des elfes, le film a été mis de côté à cause d'un planning très chargé chez Disney et Pixar à l'époque. Les équipes ont été réaffectées, notamment pour finir La Reine des Neiges, et le projet a aussi connu plusieurs changements de scénaristes et de réalisateurs. Résultat, plus aucune nouvelle depuis une quinzaine d'années. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, il reste encore pas mal de films dont je n'ai pas encore parlé, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.